Le métier de professeur, tout le monde le connaît. Notre propre parcours d'enfant, puis celui de nos enfants sont jalonnés de profs, tels des repères dans le temps, mais aussi des repères dans l'accès aux multiples savoirs dont ils sont les garants. Le professeur exerce un métier qu'il a choisi, il l'exerce avec rigueur et compétence, mais avant de se fondre dans l'entité enseignement, les profs sont des femmes et des hommes formidables, des bâtisseurs aux multiples facettes. Je suis Christophe Salomé, professeur des écoles depuis une trentaine d'années, et depuis 15 ans, je me promène d'école en école en tant que maître remplaçant. Je découvre régulièrement des personnes qui ont des choses à raconter, des personnes qui font, des personnes qui ne sont pas juste des enseignants, des profs, etc. Dans ce podcast, je leur donne la parole. Qu'est-ce qui leur a donné le désir d'enseigner? Quelles sont leurs valeurs, leurs passions, leurs attentes? Qu'ont-ils envie de partager? Prof, etc. Cecilia Pinto est née à Amiens en Picardie et malgré ses origines portugaises, elle s'est déplacée encore plus au nord, à Lille, où elle vit et enseigne l'espagnol. Petite, Cecilia aimait déjà beaucoup jouer à la maîtresse d'école, mais elle adorait également mettre les gens en relation, communiquer et créer des liens. Finalement, aujourd'hui, elle a réussi à faire la synthèse de ses envies puisqu'en plus d'enseigner, elle est cofondatrice d'Edu Voices, dont le but est de réunir des enseignants qui souhaitent faire évoluer leurs pratiques pédagogiques. Cecilia pense qu'en créant davantage de passerelles entre les gens, on aurait tous beaucoup à gagner, à commencer par l'intelligence collective. Cecilia Pinto, bonjour. Bonjour. Sur une échelle de 0 à 10, 0 étant le naufrage personnel absolu et 10 étant le bonheur intersidéral, vous vous sentez comment aujourd'hui ? 8. Il fait beau, le soleil est bien présent chez les ch'tis, donc ça fait plaisir et le moral est là. Parfait. Quel regard portez-vous sur votre enfance, Cecilia ? Une enfance très heureuse, très choyée, avec beaucoup d'interactions entre mes parents, entre mes cousins, cousines et puis mon frère. Très très bien. Prof, etc. En tant qu'élève, quel est votre meilleur souvenir ? Un meilleur souvenir en tant qu'élève, la relation que j'avais avec mes enseignants et mes camarades de classe. Je me souviens de très bons moments en classe, de rigolades et de bons enseignements, des enseignants qui étaient bienveillants et qui nous ont donné, en tout cas qui m'ont donné le goût d'apprendre que j'ai toujours gardé jusqu'à présent. Plus tard, vous avez été quel genre d'adolescente ? L'adolescente qui voulait toujours voir les copains, les copines, faire plein de choses avec les amis. Je pense que j'étais une adolescente très 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 copain-copine, très téléphone aussi avec le fixe, avec le fil, où j'étais obligée de prendre le fil en entier pour aller dans le bureau pour me cacher, pour pas que mes parents m'écoutent en train de parler avec mes copines. Bref, je pense une vraie adolescente, vraie adolescente. Alors en quoi cette période de l'adolescence a influencé le choix du métier de prof d'espagnol que vous exercez aujourd'hui ? Ce goût d'apprendre que j'évoquais juste avant, et puis également tout ce qui est communication et création de liens que tu as pu évoquer dans l'introduction, qui fait vraiment partie de mon être profond, je pense, et qui a influencé du coup cette envie de transmettre en tant que professeur d'espagnol, et également de création de liens, que ce soit entre les élèves, entre les enseignants, aussi via l'association Edu Voices. Alors, pour bien comprendre le basculement dans votre vie professionnelle en tant que prof d'espagnol, il s'est produit de quelle façon ? Le choix de cette matière précisément ? Alors, pour être tout à fait sincère, à la base, je voulais pas forcément être professeur d'espagnol. Au collège, à l'époque, on remplissait encore une fiche en tout début d'année, le métier des parents, etc. et qu'est-ce que vous voulez faire plus tard. Et puis, en 5e, 4e, j'avais déjà mis CPE, conseiller principal d'éducation.
J'avais même été d'ailleurs convoquée pour mon CPE de l'époque qui voulait comprendre pourquoi, parce que j'étais, je pense, un ovni à ce niveau-là. Donc, j'ai jamais voulu vraiment, à la base, être professeur d'espagnol et j'ai fait cette filière de LLCE même, pour accéder à la maîtrise à l'époque, enfin à la licence à l'époque plutôt, et pouvoir passer le concours de CPE. Et au fur et à mesure des années qui ont passé, je me suis dit que prof, c'était peut-être pas mal. Et en fait, par contre, je suis pas du tout dans l'esprit de compétition, etc. Donc le CAPES externe ne m'a pas convenu, donc j'ai préféré aller commencer à faire des remplacements sur le terrain pour voir si ça me plaisait. Et du coup, j'ai passé le concours en interne et je l'ai obtenu la première année. Donc, je suis plus passée par les routes départementales que par l'autoroute. Prof, etc. Vous êtes, je le disais dans votre portrait, cofondatrice d'EduVoices. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce projet ? Alors, EduVoices, c'est une communauté d'acteurs de l'éducation, donc vraiment dans un sens global, qui se réunissent pour partager des pratiques pédagogiques, pour s'inspirer. Et l'objectif principal de l'association étant de mettre en lien et en mouvement tous ces acteurs-là qui ont une appétence d'apprentissage entre pairs et d'échange. Alors, vous organisez localement des ateliers EduVoices un peu partout en France, dont l'objectif est de réfléchir en confrontant et en échangeant sur différentes pratiques pédagogiques pour finalement en co-construire de nouvelles. D'où vient cette volonté de fonctionner horizontalement comme ça ? Alors, EduVoices est né vraiment de trois constats. Le premier, que les formations du PAF proposées par l'Éducation nationale sont très théoriques et pas suffisamment concrètes et pratiques. Donc, nous, on voulait vraiment proposer un format qui puisse inspirer les collègues par des expériences de collègues, d'expérimentation de collègues qui ont déjà été effectuées. Donc, un collègue qui vient donner une pratique pédagogique qu'il a l'habitude de mettre en pratique avec ses élèves pour pouvoir inspirer les collègues, et l'objectif étant de sortir avec des idées concrètes d'application à la fin de l'atelier. Après, ensuite, l'une de nos caractéristiques d'ADN, on va dire, c'est aussi le mélange des matières, le mélange des niveaux, c'est-à-dire que c'est vraiment, tous les ateliers sont interdisciplinaires et interniveaux. Donc, on a autant de collègues de maternelle, de primaire, de secondaire ou même d'universitaires qui participent à nos ateliers. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose, je pense, qui est très, très intéressant dans la mesure où on a très peu de formations interdisciplinaires proposées dans le cadre du PAF. Comment expliquez-vous que l'horizontalité et la collaboration ont du mal à se mettre en place au sein des établissements et de l'institution en général ? Je pense qu'on n'a pas été, en tout cas notre génération d'enseignants actuels, n'a pas été vraiment habituée justement à travailler sous cette forme collaboration, coopération, etc. Et on n'a pas, enfin peut-être qu'on n'a pas suffisamment d'éléments justement pour le faire. Je pense que beaucoup d'enseignants essayent de le mettre en pratique sur leurs élèves, en proposant des activités collaboratives à leurs élèves, mais peut-être pas suffisamment entre collègues, mais j'ai tendance à dire que c'est en train d'évoluer dans le bon sens et que les collègues aussi ont de plus en plus d'appétence pour cela, et que le métier d'enseignant est en train de changer. Je pense que à la base c'est quand même un métier très individualiste et qui est en pleine transformation, d'autant plus avec le Covid qui nous est tombé dessus. Je pense que c'est essentiel pour qu'on puisse s'entraider et évoluer dans nos pratiques pédagogiques. Prof, etc. Quelle est la place du numérique dans les ateliers que vous proposez ? La place du numérique. Alors on a déjà fait énormément d'ateliers sur le numérique, que ce soit créer avec le numérique, favoriser la créativité avec le numérique, collaborer avec l'outil numérique. Donc on a proposé beaucoup de thématiques sur ce sujet, mais pas que, puisque on essaye aussi d'aborder des sujets qui sont au centre des préoccupations des enseignants. Donc on se base sur les besoins du terrain et on organise des ateliers en fonction de ça. Donc ça peut être des
on a différents pôles, on va dire. On a le pôle inclusion, on a le pôle donc numérique, le pôle ludification, ou tout ce qui est pédagogie inversée, pédagogie de projet, etc. On propose un éventail assez large de thématiques pour pouvoir aussi être en adéquation avec les besoins de tous les collègues. J'ai vu ici ou là que vous vous faites troller de temps en temps, notamment sur Twitter où j'ai pu lire qu'on vous reproche parfois d'usurper un rôle d'acteur légitime dans le champ de la formation des enseignants. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques ? Alors moi personnellement, je ne réponds pas, pour être tout à fait franche. Au début, lorsqu'on s'est fait attaquer, j'étais très très triste, on va dire, parce qu'on est tous bénévoles dans l'association, on met beaucoup d'énergie à la faire vivre. Mais maintenant, on va dire que je les lis, hein, évidemment, mais ça me passe un petit peu au-dessus. Moi, je pars du principe qu'on a été tous les trois très investis dès le début dans l'association. Alors quand je dis tous les trois, on est 3 cofondateurs, 2 entrepreneurs et une prof. Et je pense que c'est justement le fait que ce ne soit pas des enseignants, pas que des enseignants au tout début de l'aventure EduVoices, qui nous a un petit peu mis en porte-à-faux, et encore porte-à-faux entre guillemets, parce que pour moi justement il n'y a pas de nécessité à ce que ce soit forcément que des enseignants, et que les d'autres personnes d'autres domaines peuvent aussi apporter leur pierre à l'édifice pour la construction de l'éducation de demain. Donc voilà, je pense que ce sont des conservateurs qui cherchent juste à embêter le monde, on va dire, et qui ne cherchent pas plus loin dans la vision de l'éducation future. Voilà. Alors concrètement, pour vous rejoindre, on fait comment ? Alors, vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur Twitter, et également pour recevoir la newsletter, aller sur www.eduvoices.com et remplir un petit formulaire pour être au courant des prochaines activités de l'association. Actuellement, le contexte sanitaire vous permet d'organiser vos ateliers, ou ça se passe en distanciel ? Comment vous faites ? Alors là, jusque février 2020, les ateliers étaient encore en présentiel. Depuis l'avènement du Covid en mars dernier, on est passé à distance. Sur toute la période du confinement, on a organisé à peu près 48 ateliers et touché 900 personnes. Et là, pour tout dire, c'est qu'on est un petit peu en perte d'énergie sur ces derniers mois. Donc, on récupère de l'énergie pour revenir encore avec plus d'activités et d'ateliers proposés dans les prochains mois, on espère. Quand est-ce que vous avez ri aux larmes, Cécilia, pour la dernière fois, et pour quelle raison ? Alors, ça date de la semaine dernière. Avec mes élèves, j'étais en activité autonome, et puis un élève qui me demande, Madame, en espagnol, hein, Madame, ça veut dire quoi, busca? Donc je lui réponds cherche, et il me dit, mais Madame, vous nous avez dit qu'on pouvait vous demander du vocabulaire. Je lui dis bah oui, cherche. Et donc voilà, il n'avait pas compris le jeu de mots, donc j'étais bien morte de rire sous mon masque. Au début, donc vraiment gros fou rire, et en fait après, l'effet qui se coule, ça a été que je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais assez triste parce que mes élèves aussi étaient tous morts de rire, et que je voyais même pas leur joli sourire, mais juste des yeux plissés. Donc il y a eu vraiment l'effet qui se coule, mort de rire de la blague de l'élève, et le deuxième effet qui se coule, plutôt déçu de ce masque et de pas pouvoir voir vraiment le sourire de mes élèves. Pouvez-vous me citer un moment préféré de votre journée, qui soit professionnel ou plus personnel ? Les brainstorming avec l'équipe EduVoices, clairement, c'est ce qui me donne de l'énergie et beaucoup d'inspiration. Donc tous les moments qu'on peut avoir en équipe pour prévoir les prochains ateliers, pour parler du futur de l'éducation et de l'enseignement, c'est vraiment quelque chose que je retire de très très positif. Prof, etc. Quelle valeur a aujourd'hui le plus de sens pour vous ? Il y en a beaucoup, hein. Juste une. Allez, une ou deux. Le respect et la bienveillance.
Et de quelle manière parvenez-vous à intégrer ces valeurs dans votre pratique professionnelle ? Le respect, déjà de une, je pars toujours du principe que je fais mon maximum pour respecter et être bienveillante par rapport aux élèves ou aux enseignants formés. Et pour moi, c'est l'essentiel, c'est le socle vraiment de l'enseignement, en fait, de respecter et d'être bienveillant auprès des collègues ou des élèves pour les amener toujours à aller plus loin et à se surpasser dans leurs possibilités. Quelle compétence ou capacité qui vous rend bien des services dans votre vie vous rend un peu fier ? Ma connaissance, je pense, et mes compétences en numérique. Je pense que c'est de plus en plus essentiel dans ce monde dans le monde actuel d'avoir des compétences en numérique. Et je pense que oui, de par mes différents diplômes, j'ai une longueur d'avance et qui m'aide vraiment au quotidien, que ce soit pour moi dans mes pratiques ou pour aider et accompagner les collègues à intégrer les pratiques numériques dans leur enseignement. Si vous pouviez vous mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, vivant ou mort, pour une journée seulement, vous choisiriez qui ? C'est dur, dis donc, c'est des... Qu'est-ce que je choisirais ? Frida Kahlo. Je vais rester dans ma casquette de prof d'espagnol. Et Frida Kahlo, parce qu'elle a traversé quand même énormément de difficultés de santé. Et elle a réussi, elle a eu un parcours professionnel absolument hallucinant et c'est quelqu'un que j'admire énormément. Comment définissez-vous le succès ? Avec beaucoup d'échecs, d'abord. Pour moi, c'est vraiment principalement ça. La première image qui me vient en tête, c'est l'iceberg qu'on voit très souvent passer dans les différents réseaux sociaux avec le succès en tout là-haut et tout ce que ça engendre aussi comme effort, comme investissement, etc. Je pense que c'est ça. Malheureusement, on arrive bientôt au terme de cet entretien. Alors j'ai une dernière question. Qu'est-ce que vous souhaitez pour ces 2 prochaines années ? De m'épanouir dans ma vie professionnelle et dans ma vie personnelle et de trouver un équilibre entre les deux. Parce que je suis une grande perfectionniste, que ce soit dans le côté boulot ou dans le côté famille, mais certainement côté boulot, et que j'ai toujours mis le boulot peut-être avant la famille, et que j'aimerais bien trouver un équilibre entre les deux, tout en m'éclatant aussi dans ces 2 domaines. Merci Cécilia d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup Christophe pour ton invitation. Je mettrai les références sur EduVoices en description de cet épisode. Si vous aimez Prof, etc., n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de diffusion préférée. Si vous avez envie de m'aider, vous pouvez m'offrir des étoiles, 5 de préférence, sur l'application Podcast depuis un iPhone ou un iPad, ou sur iTunes depuis un ordinateur. Vous pouvez également y laisser un commentaire. Et si vous avez envie de partager votre côté, etc. avec les auditeurs, écrivez-moi sur Twitter ou sur la page Facebook de Prof, etc. À vendredi.